Et une nouvelle page d'actualité dans l'Info du Vrai. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Cette seconde partie d'émission est intitulée « Hamon comme Macron ». Autrement dit, le candidat socialiste non qualifié au second tour de l'élection présidentielle peut-il raisonnablement espérer réinventer un parti de gouvernement sur les ruines du Parti socialiste? On détaille tout cela dans quelques instants avec l'ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, et le sondeur Jérôme Sainte-Marie, que je remercie l'un et l'autre de leur présence. Le M1717, on dirait le nom d'un service secret britannique, mais il s'agit pour l'instant d'un mouvement politique encore confidentiel. Et ce mouvement, c'est celui de Benoît Hamon, M1717, soit mouvement du 1er juillet 2017, date à laquelle le candidat malheureux du Parti socialiste à l'élection présidentielle a quitté le PS pour fonder sa propre famille politique. Aujourd'hui, il revendique 30 000 membres. Hugues Dago. Grenoble, il y a quelques jours, sur le site de General Electric Hydro, où des centaines d'emplois sont menacés. Benoît Hamon interpelle Nicolas Hulot. Sur ce dossier, à quoi sert tout? Le ministre de l'écologie, pour ne pas faire d'écologie, ça ne sert à rien. S'il ne veut pas être qu'une marque dans ce gouvernement, mais s'il veut vraiment faire évoluer les choses, qu'il bouge sur ce dossier. Juché sur une estrade pliante, Benoît Hamon poursuit sa vie politique, hors les murs du PS. Car l'ancien socialiste s'est lancé un défi, boxer lui aussi dans la nouvelle catégorie des mouvements politiques qui existent en dehors des partis traditionnels. Avec son mouvement du 1er juillet, lancé le 1er juillet, sur cette pelouse parisienne. L'échec de la présidentielle semble déjà loin. Aujourd'hui, Benoît Hamon veut passer la seconde. Fondation. Réservez votre week-end des 2 et 3 décembre pour un grand moment politique citoyen de fondation de ce mouvement du 1er juillet qui se transformera et qui nous permettra tous ensemble, lors de ce week-end, de dire quel chemin nous voulons donner au progrès. Réservez votre week-end, je compte sur vous. En attendant, Benoît Hamon consulte. Rennes, Toulouse, Nantes, l'ancien socialiste rencontre des militants associatifs, fait le tour des universités, à chaque fois, des amphithéâtres pleins à craquer. L'ancien patron des MJS a toujours été populaire auprès d'une partie de la jeunesse. Consultation aussi en ligne sur le site de son mouvement, où on retrouve les thématiques chères à Benoît Hamon. Un simple clic et voici les 44 questions à destination des 30 000 adhérents revendiqués et au-delà. L'idée, comprendre leurs attentes sur le fond et la forme du mouvement. L'étape d'après a comme un air de déjà-vu. Voici les marcheurs d'Emmanuel Macron. Faut être à fond, les gars. Allez, hein, la pêche, le sourire. Hein. Comme l'ancien candidat En Marche, Benoît Hamon veut faire distribuer des questionnaires papier aux Français, dans la rue ou en porte-à-porte. Mais la comparaison s'arrête là. Contrairement à Emmanuel Macron, Benoît Hamon croit toujours au clivage politique. L'objectif de sa consultation le rappelle. Une consultation de tous ceux qui souhaitent construire quelque chose de neuf à gauche. Car Benoît Hamon veut, dit-il, régénérer la gauche. Rendez-vous donc début décembre, au week-end fondateur du mouvement du 1er juillet, qui changera de nom pour l'occasion, fixera des principes et une stratégie. Mais avec qui? Pour l'heure, les poids lourds ne se bousculent pas au portillon. Pas un problème, répond Benoît Hamon. L'ambition du mouvement serait ailleurs. Faire émerger de nouvelles personnalités. Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc ancien premier secrétaire du Parti socialiste, que vous venez de publier aux éditions de l'Archipel Chronique d'une débâcle 2012-2017. Ce sont les dates du quinquennat de François Hollande. À vos côtés, Jérôme Sainte-Marie, politologue, sondeur, président de l'Institut Pollingvox. Et je renvoie au Nouvel Ordre démocratique, votre dernier livre paru aux éditions du Moment. On a l'impression que Benoît Hamon est en train d'essayer de remettre en place chacune des traces qui ont permis la naissance du mouvement de l'actuel président, qui a battu les socialistes à l'élection présidentielle. Vous pensez qu'il manque d'inspiration ou qu'il a raison de se lancer là-dedans? Bon, il y a un petit côté fuite en avant. Il était le candidat du Parti socialiste. Il fait 7%. Il ne vient pas devant le Bureau national ou devant les militants pour s'expliquer sur son résultat. Il crée un mouvement, on n'entend plus parler.
Puis là, il annonce qu'au mois de décembre, il crée un parti. Bon, il y a comme ça un processus de fuite en avant. Alors on va chercher évidemment les exemples d'Emmanuel Macron, mais je rappelle qu'Emmanuel Macron, c'était pour la présidentielle. Oui. Là, c'est pour des idées. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, c'est celles qui ont fait 7% à l'élection présidentielle. Mais je veux dire, avec son mouvement dit du 1er juillet, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez que Benoît Hamon a pour objet de reconstruire d'une façon ou d'une autre le Parti socialiste ? C'est l'idée qu'il se fait, parce que sinon, il ne se lancerait pas dans cette aventure. Mais c'est un peu difficile à faire, à construire. Parce qu'on dit que le Parti socialiste est coincé entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Alors vous imaginez Benoît Hamon. Alors, il a en tête l'idée que Mélenchon ne se représentera pas. Et donc, comme il ne se représentera pas, il sera le candidat de substitution pour cet espace-là. Et est-ce qu'il ne se représentera pas ? Il n'en sait rien. Et c'est un sujet qui va turlupiner son propre mouvement. Mais il était votre candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est notre candidat. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous avez envie de me répondre ? Je constate que le caractère shakespearien de la situation du Parti socialiste, c'est que l'ancien Premier ministre a quitté le Parti socialiste pour aller se mettre sous l'égide d'Emmanuel Macron, on va dire, et le candidat à l'élection présidentielle a quitté le Parti socialiste pour se mettre sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon. Bon, voilà, donc ils ont quitté le Parti socialiste en disant la structure ne permet pas aujourd'hui d'incarner la gauche. Je crois qu'ils se trompent. Je fais un tout petit retour en arrière. Quand vous soulevez son bras en signe de victoire, je vous parle de Benoît Hamon, sur le perron de Solferino, qu'aviez-vous dans la tête à ce moment-là ? Je savais très bien, depuis longtemps, que le Parti socialiste, mais ce n'est pas propre simplement au Parti socialiste, mais à tous les partis progressistes en Europe et dans le monde, sont partagés entre ceux qui veulent accompagner la mondialisation, pour la maîtriser ou pour l'accompagner, et ceux qui sont dans la résistance à la mondialisation. Et si on n'arrive pas à unir ces deux familles, eh bien on perd toutes les élections. Ce qui a été le cas en Allemagne, ce qui est le cas en ce moment en Italie, ce qui a été le cas en Espagne, et ce qui a été le cas aux États-Unis. Et même si Corbyn en Angleterre est à une position favorable, il est confronté au même problème. Bon, vous êtes Macron ou Hamon, vous, aujourd'hui ? Ah non, moi je suis Cambadélis, ça me suffit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai des critiques à apporter à Emmanuel Macron, à la fois dans le style, la forme, la manière dont il conçoit le pouvoir, et puis sur son orientation très libérale, qui n'est pas la mienne. Et quant à Benoît Hamon, pour l'instant, c'est un ovni, volontairement non identifié, mais il l'est pour travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Mais donc ça veut dire que l'espace que vous avez occupé, l'espace historique que vous décrivez, d'ailleurs dans les premières pages de votre livre, qui a gouverné notre pays, qui a contribué à gouverner notre pays pendant 50 ans en alternance avec la droite, n'existe à ce point plus que vous n'ayez même pas une maison à refonder. Vous restez socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Bien sûr, mais la maison est à refonder, elle n'est pas à rénover, elle est à refonder. C'est-à-dire qu'il faut créer un nouveau cycle politique pour le Parti socialiste. Mais il y a des bases pour ça. Le Parti socialiste reste le premier parti parlementaire de gauche, loin devant Jean-Luc Mélenchon et devant le Parti communiste, voire les écologistes, en termes de sénateurs et en termes de députés. Nous sommes le premier réseau d'élus de gauche. Et alors là, très très loin, même devant Macron, en termes d'élus, présidents des collectivités locales, etc. Oui. Donc il y a là un ensemble avec des militants qui peut se poser le problème de la reconstruction d'un nouveau cycle. Oui, effectivement, c'est la base réelle du Parti socialiste. Et d'ailleurs, sa composition en termes militants, c'est très largement les élus. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelque temps auprès des adhérents du Parti socialiste, il y a 5-6 ans, à l'époque où tout allait bien. Eh bien, on se rendait compte que 31 groupes, ou en tout cas mieux qu'aujourd'hui, on va dire ça. Eh bien, où il y avait presque le tiers des adhérents du Parti socialiste qui étaient des élus à des titres divers ou des collaborateurs d'élus. Donc c'est véritablement un parti qui n'est pas un parti avec des militants très idéologisés. C'est réellement cette structure qui était là, qui s'est quand même beaucoup délitée au cours du quinquennat de François Hollande. Et ça devrait être plutôt l'axe sur lequel repartir. Parce qu'en termes d'image et en termes idéologiques, la situation est dramatique. Je regardais un sondage BVA juste avant de venir. Il se trouve qu'en septembre, par exemple, eh bien, le Parti socialiste est le parti qui a le moins de bonnes opinions.
Seuls 21% des Français ont une bonne opinion du Parti socialiste. C'est-à-dire derrière, par exemple, le Front National. On n'a jamais vu ça. Autrefois, le Parti socialiste faisait toujours partie des formations les plus populaires en France. Et ensuite, il y a bien sûr la question idéologique et le fait que tout cela, ce n'est pas des questions de personnes, ce n'est pas des péripéties, ce n'est pas des événements de campagne qui ont été décisifs. C'est que de fait, depuis quelques années, la famille socialiste est écartelée, notamment depuis le déclenchement du pacte de responsabilité. Certains ont dit, bah oui, il faut quand même réviser terriblement notre logiciel idéologique et aller vers l'entreprise. D'autres ont dit, non, il faut rester fidèle à notre socle électoral réel. Mais aujourd'hui, les cadres sont très largement partis chez Macron et les électeurs sont partis un peu chez Macron, mais beaucoup ailleurs, par exemple chez Mélenchon. Je reviens quand même à la question posée par la naissance du mouvement de Benoît Hamon. Que vous le vouliez ou non, dans les jours et dans les semaines à venir, comme le PS en ce moment ne nous donne pas signe d'existence, n'a pas de premier secrétaire qui incarne objectivement un parti, à un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre la parole. Hein, au-delà de tout, vous l'avez fait pendant des années, c'était, j'allais vous dire, c'était une histoire autant individuelle qu'affective et dans la durée et historique vous concernant. Mais donc, vous savez mieux que quiconque qu'il va occuper un espace, je vous parle de Benoît Hamon, qui va forcément mordre sur les débris du Parti socialiste que personne ne veut retaper en ce moment. Non, mais il ne faut pas confondre l'espace médiatique et l'espace politique. Évidemment que Benoît Hamon, d'ailleurs il en est la preuve, là, va intéresser, on va le faire venir dans un certain nombre de réunions. Non, je dis ça pourquoi. Je dois vous rappeler comment l'espace médiatique occupé par Emmanuel Macron a permis de construire un parti en 6 mois et de gagner une élection présidentielle en 3 mois. C'est exactement la même chose que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'espace médiatique de Jean-Luc Mélenchon est total et quand on fait un sondage sur qui serait au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça reste Marine Le Pen. Attention de ne pas avoir une impression rétinienne qui ne corresponde pas à la réalité du rapport de force. Et aujourd'hui, je vous dis, pour moi, peut-être que je me trompe, à cette étape, le problème n'est pas le casting. À cette étape, le problème, c'est ce qui vient d'être dit. Qu'est-ce qu'on a à dire? En quoi le Parti socialiste peut être... Bien sûr. Et en quoi le Parti socialiste peut être utile? À quoi il sert sinon? Vous voyez une personnalité, quelle qu'elle soit, elle sera écrabouillée entre le président de la République et celui qui veut occuper la rue. Et Benoît Hamon, tout autant. Il faut proposer quelque chose de nouveau, une perspective, une nouvelle France, de nouvelles idées. C'est cela que va faire... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'auparavant, le Parti socialiste, dans le bipartisme, devait abaisser son niveau de programmatique ou politique pour permettre à ce que l'ensemble des forces de gauche viennent sur lui. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme, si on peut dire. Donc, s'il n'a pas une identité politique, pas une personnalité, une identité politique qui permette à l'électeur de dire bah, « je suis d'accord avec lui », il ne remontera pas. Donc, pour la première fois depuis 1971, il y a un effort considérable de reformulation à faire pour le Parti socialiste. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je compléterai ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis sur le fait que le problème du Parti socialiste, c'est pas d'avoir été battu, que son candidat a été écrasé à l'élection présidentielle. Ça s'est déjà produit. Par exemple, en 1993, eh bien, il n'y avait que 57 députés socialistes qui étaient battus. Et puis, en fait, 4 ans plus tard, eh bien, Lionel Jospin était à Matignon et tout se passait mieux. Le problème du Parti socialiste, c'est pas d'avoir été battu, c'est d'avoir été remplacé dans ses fonctions. Je crois que c'est là où il y a un drame, si vous voulez, historique pour ce parti, cette formation, ce courant politique. Il a été remplacé parce que c'était le parti de la modernisation, du libéralisme tempéré, etc. Mais aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron pour cela. C'était le parti de la contestation, notamment des couches salariales. Mais là, il y a Jean-Luc Mélenchon. Et on ne voit pas très bien quel serait l'espace pour Benoît Hamon aujourd'hui. Alors ce matin, c'est un organe du Parti socialiste que je ne connaissais pas. En tout cas, jusqu'alors inconnu, qui s'est réuni, le comité d'entreprise du PS. Il a prononcé le licenciement de 60 salariés sur 100, un plan social d'urgence, puisque au lendemain de l'élection, le budget du parti a été divisé par 3,5 et Benoît Hamon n'y est pas pour rien. Antoine Magnan, Margot Bachelier. Le Parti socialiste, près de 50 ans d'existence, une place centrale dans la vie politique française. Et pourtant, après 5 ans de présidence Hollande, achevé dans une impopularité record. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Puis une candidature portée par Benoît Hamon, qui recueille 6% d'intention de vote le 23 avril dernier. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. Le PS est aujourd'hui en crise. Oubliez les grandes victoires de 1981 ou 2012, célébrées rue de Solferino.
Le Parti socialiste est ruiné et doit se séparer de son QG historique, mais aussi de ses salariés. Des choix nécessaires à la survie du mouvement, comme l'explique Jean-François Debat, le trésorier du parti. Le budget du Parti socialiste est passé de 28 millions sous la précédente mandature à 8 millions d'euros annuels sur la mandature qui s'ouvre. Ça fait 100 millions d'euros en moins sur la période. D'où la décision que nous avons prise sur la vente de principe de Solferino, et d'où les propositions que nous avons dû faire de réorganisation, une soixantaine d'emplois concernés, menacés par une possibilité de suppression. Aujourd'hui, rue de Solferino, il n'était pas question de stratégie politique, mais bien de négociation en vue d'un plan social. C'était une ambiance de gravité. Parce que, évidemment, autour de la table, tous les membres du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail connaissent depuis plusieurs mois la situation financière. Donc, ils savent qu'il y a un côté inéluctable dans ce qui est en train de se produire. Donc, oui, il y a évidemment tous ces éléments-là, très humains, qui ont été présents dans cette réunion du comité d'entreprise. Vous savez, moi, je suis élu, moi, je fais de la politique, je menais un plan social, c'est pas pour cela que je me suis engagé. Pourtant, parfois, il faut le faire. Alors, à qui la faute? Les responsables socialistes pointent une succession d'erreurs depuis plus de 5 ans, mais c'est surtout le départ de Benoît Hamon et la création de son mouvement qui concentre les critiques. Je regrette ce choix qu'il a opéré. C'est difficile de comprendre que celui qu'on a choisi dans une campagne présidentielle pour porter notre parole collective que nous avons soutenue, eh bien, se retire sur la pointe des pieds et refuse d'assumer devant les siens ce qui est une défaite, la sienne, la nôtre. Et donc ça méritait d'en tenir compte et d'en tirer le bilan ensemble. Désormais, les socialistes vont tenter d'empêcher une vague de départ vers le mouvement de Benoît Hamon et surtout préparer le congrès de leur parti en mars prochain où sera désigné leur nouveau leader. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage qu'on vient de voir? D'abord, c'est poignant parce qu'il s'agit d'hommes et de femmes qui vont perdre leur emploi. On y est contraint, pour des raisons qui ont été très bien expliquées par Jean-François Debat. Nous avons un modèle économique qui était basé exclusivement sur le résultat électoral. Et quand le résultat électoral est désastreux, il faut en tirer les conclusions. En plus, je crois qu'on ne pouvait pas faire la rénovation dans les locaux tels qu'ils étaient et avec l'ensemble des personnes qui avaient connu la période précédente. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, moi, je suis parti. Mais pourquoi? Excusez-moi, si aujourd'hui j'ai envie de m'inscrire au Parti Socialiste, j'ai envie d'avoir une adresse, j'ai envie d'avoir peut-être un hôtel particulier au cœur de Paris, à proximité des lieux de pouvoir, de l'Assemblée nationale, en me disant qu'un jour il peut être de l'autre côté de la Seine, c'est-à-dire à l'Élysée, non? Ça a une valeur symbolique très importante. C'est ce qui pose un parti. Ça ne veut pas dire que le parti est à la rue. Le Parti Socialiste, parce qu'il est issu d'une très longue histoire, a des locaux dans toutes les villes de France, partout. Ces locaux ont été achetés par des militants, souvent. Et le Solferino a été acheté par les cotisations des militants et les subventions que nous avions obtenues quand la loi a permis de l'avoir. À partir de là, à un moment donné, nous sommes dans la difficulté et donc face à un choix. On garde Solferino, mais on se tourne les pouces à l'intérieur parce qu'il n'y a plus de permanent, il n'y a plus personne et qu'on passe notre temps à rembourser ce que nous devons. Donc Solferino était devenu une coquille vide dans tous les sens du terme. Non, si, c'est pas une coquille vide. C'est-à-dire, il y a un choix. Soit vous gardez Solferino et vous vous transformez en musée, soit vous réduisez la voilure et vous repartez. Eh bien, on réduit la voilure et on repart. Bon, vous échapperez à l'IFI, donc le nouvel impôt sur l'immobilier. Moi, c'était pas, c'est pas moi qui avais l'usufruit des locaux. Ce qui se passe aujourd'hui, humainement et symboliquement, n'est pas neutre, Jérôme Sainte-Marie. Non, et ça va même beaucoup plus loin politiquement. Alors au-delà de la situation très difficile que vivent les salariés qu'on a évoqués, il y a également un plan social en quelque sorte beaucoup plus large, des milliers de personnes qui, depuis des années, allaient de cabinets ministériels en cabinets de grandes villes, au cabinet de départements, de régions. Ça fait des milliers et des milliers de personnes qui, au fil des défaites électorales, depuis la défaite des municipales, en 2014, une cinquantaine, plus de 50 villes de 30 000 habitants perdus, par exemple, eh bien là, il y a toute une génération, en quelque sorte, de cadres du Parti socialiste, me semble-t-il, qui ne peuvent plus vivre de la politique.
en tout cas dans le cadre de collectivités locales. Et là, ça fait beaucoup de monde qui était disponible, en réalité, des demi-soldes, en quelque sorte, de la politique, qui se sont retrouvés pour beaucoup là où il y avait des choses à gagner, c'est-à-dire chez Emmanuel Macron. Là, en fait, il y a véritablement, si vous voulez, pour un parti qui est devenu à ce point habitué à l'exercice du pouvoir, eh bien, là, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que le cas particulier, me semble-t-il, de la rue de Solferino. Et ça n'a pas vocation à attirer ceux qui seraient tentés de rejoindre le Parti socialiste pour sa refondation. Et pourtant, il y en a. Il y a des gens qui adhèrent en ce moment au Parti socialiste. Bon, pas des centaines et des milliers, mais il y en a. Et c'est toujours comme ça dans les périodes de très grandes difficultés. Il y a des gens qui adhèrent au Parti socialiste. On l'a connu en 1993, on l'a connu en 2002. Mais je crois qu'il ne faut pas nier les défaites. Il ne faut pas nier la situation dans laquelle on est. Il faut s'y confronter. Il faut faire face. Et le rôle, en tous les cas, mon rôle, a été de faire en sorte que l'on sauvegarde, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, la marque, Parti socialiste, même si elle doit muter un jour, que l'on ait les moyens, parce qu'en vendant Solferino, non seulement on aura un plan social à un niveau très haut et très important pour l'ensemble des salariés, et puis on aura les moyens de se reconstruire, de faire en sorte que nous ayons des campagnes électorales attractives et peut-être des moyens de mener la campagne présidentielle sans emprunter, ce qui est le problème posé à tous les partis politiques. Et j'ajoute, pour terminer, qu'à part le parti d'Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui à la manne financière, tous les partis, je dis bien tous les partis, sont endettés, pas le Parti socialiste. Il a été cadre du Parti socialiste pendant 35 ans. Il y a 2 semaines, il a lui aussi claqué la porte de Solferino pour rejoindre le mouvement de Benoît Hamon. Aujourd'hui, Pascal Cherki vous accuse, Jean-Christophe Cambadélis, d'avoir littéralement fait disparaître le Parti socialiste. Il a répondu aux questions de Laure Herpeux et de Hugo Blay. J'ai quitté le Parti socialiste parce que je considère que le Parti socialiste aujourd'hui est, à l'image de toute la social-démocratie européenne, est dans une crise dont il ne se relèvera pas à très court terme parce que c'est une crise majeure que connaît la social-démocratie. Si le Parti socialiste en avait conscience et décidait d'engager un processus pour travailler à son propre dépassement, bon, pourquoi pas, ça peut valoir le coup. Mais mon intime conviction, et je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser, c'est qu'en fait ça va continuer comme avant. Je veux dire, on vient de se prendre une branlée comme jamais à l'élection présidentielle. Je veux dire, quand vous avez une campagne et que vous avez la moitié de vos dirigeants qui publiquement passent leur temps à émettre des doutes, ou vont même expliquer qu'il faut voter pour un autre candidat comme Le Drian, ou alors émettre des doutes comme Bernard Cazeneuve qui sera en QG de campagne pour dire je viens à la demande du candidat, mais je suis prêt à lui donner des conseils s'il veut les accepter. J'ai jamais vu un Premier ministre aller soutenir un candidat présidentiel comme ça. Bon. Sans compter, ils se sont tous répandus sur les ondes et tout. Bon. Donc ça ne pouvait pas marcher. Bon. Et le point d'orgue a été finalement le comportement de Manuel Valls, qui était un des 2 candidats aux primaires, qui s'était engagé publiquement comme tout candidat à soutenir le vainqueur, et qui ne l'a pas fait et appelle à voter Macron. Alors moi j'ai vu des électeurs qui étaient venus voter à la primaire, qui avaient voté à Mont, et qui disaient c'est plus possible de voter, on ne votera plus jamais pour les socialistes jusqu'à fait Valls. Moi je pense que Jean-Christophe Cambadélis, d'ailleurs je lui avais dit à plusieurs reprises, aurait dû s'opposer au gouvernement, au président de la République quand il n'était pas d'accord. Je pense qu'il s'est complètement coulé dans le moule de la Ve République. Voilà. Et que donc, par une loyauté qui est tout à fait respectable, mais qui politiquement a amené le Parti socialiste à disparaître complètement du débat du quinquennat, et disparaître du débat du quinquennat sur ses propres valeurs et orientations. Comme je vois qu'il va continuer comme avant avec ses rites traditionnels, ses petits congrès, son aile gauche qui va dire ceci, son aile droite qui va dire cela, sa direction qui va dire qu'il faut préserver la culture de gouvernement. Donc en fait, ils vont rester dans leur bulle et discuter de choses qui fait que finalement, le monde peut complètement changer. Eux, ils ne changeront pas. Voilà. Et donc, moi, je considère que la responsabilité d'un dirigeant de gauche, et j'en suis un, c'est de consacrer son énergie à des choses utiles. C'est étrange parce que, en fait, une partie de l'analyse que M. Cherki vous retourne est celle que vous faites vous-même dans votre livre. Bien sûr, parce qu'il m'a lu. C'est étrange. Mais voilà, c'est typiquement le problème du Parti socialiste. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est la faute de l'autre. Vous avez vu, dans toute cette interview, pas un mot sur Benoît Hamon. Moi, je suis tout prêt à dire que Benoît Hamon ne porte pas 100% de la responsabilité. Mais pourquoi dire que c'est obligatoirement les autres ? Et que cet esprit fractionnel
qui existait au Parti socialiste, où la minorité du Parti socialiste, et j'en ai fait des débats avec Pascal Cherki, qui était en face de moi au Bureau national à chaque fois, était contre le gouvernement, et le gouvernement contre la minorité du parti. Si le Parti socialiste n'est pas capable d'écouter ce que disent les uns et ce que veulent dire les uns et les autres, et pas capable de faire son autocritique, quelle que soit sa position dans la campagne présidentielle, ça continuera comme cela. Et honnêtement, je ne vois pas sur ce qu'il a dit en quoi le mouvement qu'il veut construire, le parti qu'il veut construire avec Benoît Hamon a toute chance d'exister, se confronter aux vrais problèmes des Français. Vous avez déjà vu un parti politique qui dit qu'il ne va pas se confronter aux vrais problèmes des Français. C'est pas un programme, ça. Donc tous ceux qui sont partis là récemment, ils vont vivre leur vie ailleurs, mais par définition, ils ne sont plus des socialistes au sens où vous l'avez vécu de l'intérieur pendant 40 ans. Évidemment, ils ont quitté le Parti socialiste. Au moins, Pascal Cherki a dit dans une déclaration assez longue les raisons pour lesquelles il quittait le Parti socialiste et qu'il allait fonder quelque chose de nouveau avec Benoît Hamon. Donc il fonde un autre parti politique. Jérôme Satte-Marie. Il y a quand même une vraie différence. Jusqu'à présent, tous ceux qui ont voulu quitter le Parti socialiste pour créer leur propre formation ont été vaincus. Je prends un exemple connu, par exemple Jean-Pierre Chevènement, qui, malgré tout son prestige, etc., quand il crée le mouvement des citoyens, rapidement, il va à la marginalité politique. Sauf que là, c'est très différent. Parce que, évidemment, le Parti socialiste a été abandonné de toutes parts. Ce n'est pas uniquement par les frondeurs ou par M. Cherki. C'est-à-dire que les ministres, etc., on retrouve une bonne partie de l'appareil socialiste, tout de même, au mouvement En Marche, voire au gouvernement. Donc, il y a une espèce de... On ne peut pas dire ça. On peut vouloir critiquer le Parti socialiste et souhaiter sa disparition. Du Parti socialiste. Vous l'avez écrit dans un livre avant l'élection présidentielle. Donc, on peut souhaiter sa disparition, etc. Tout ceci, c'est un pronostic que vous aviez posé. Très bien. Mais la réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est qu'il n'y a que 10 députés, 15 députés qui ont été à La République En Marche. Qu'il n'y a aucun député qui n'est à cette étape avec Benoît Hamon. Aucun dirigeant de collectivité locale. On annonce 30 000 militants. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais je suis prêt à aller vérifier les comptes. Donc tout ça n'a pas de réalité à cette étape. N'a pas de réalité. Et le Parti socialiste reste quand même la première formation de gauche, n'en déplaise à ceux qui voudraient voir sa disparition. Avant de redonner la parole à Jérôme Satte-Marie, mais du coup, alors je reste là-dessus, parce qu'on a bien compris que oui, le problème en ce moment, c'est d'aller retrouver des idées et de proposer des choses aux Français. Mais ça ne se fait pas sans une femme ou un homme, sans un leader, c'est-à-dire quelqu'un qu'on vient chercher pour venir dans les émissions de télévision. Alors soit vous allez être ex-président du Parti socialiste et ex-premier secrétaire pendant des années, soit vous assumez d'y retourner, soit vous estimez qu'il faut trouver quelqu'un. Et il va bien falloir trouver quelqu'un. Moi, je suis pour... Vous avez une idée là-dessus ? Oui, j'ai une petite idée, oui. Dites-le nous ce soir, parce que... Non, vous me réinviterez. Mais je pense On parle beaucoup de Bernard Cazeneuve en ce moment. Non, mais je ne sais pas qui sont ces Hollandais qui veulent du mal à Bernard Cazeneuve. Parce qu'ils sont anonymes et ils le précipitent dans la sécurité. Parce que dire aujourd'hui que Bernard Cazeneuve serait imposé au Parti socialiste par les Hollandais, comme publicité, on fait quand même mieux. Ensuite, le Parti socialiste est en train de faire des forums pour trouver un certain nombre d'idées et un corpus nouveau à présenter. Et on leur dit, dégagez, on va vous imposer Bernard Cazeneuve. Alors que ce dernier n'a encore strictement rien dit. Donc j'ai l'impression qu'il y a une opération là qui vise à mettre Bernard Cazeneuve dans la difficulté. Voilà, c'est l'ancien premier secrétaire qui vous parle. Bien. Donc simplement, je dis la chose suivante, si on commence comme ça, c'est le jeu des petits chevaux. On a Bernard Cazeneuve, dans la presse, dès la minute qui suit, on a Carvounas qui dit jamais les vieux, puis après jamais les jeunes, puis après jamais machin, puis après jamais truc, on n'y arrivera jamais. Donc, commençons par élaborer un certain nombre d'idées. On ne sera pas très populaire parce qu'il n'y aura pas une personnalité qui viendra incarner, parce qu'aujourd'hui, la politique s'incarne dans une personnalité. Quand on aura quelque chose de très sérieux à dire, eh bien, je pense que là, nous pourrons désigner une personnalité. Et ce ne sera pas long, hein. Combien de temps ? Bon, allez, En Marche, c'est fait. En Marche, c'est fait. Jérôme Satte-Marie ? Oui, alors deux choses. La première chose, c'est que mes pronostics ne sont pas forcément mes souhaits, monsieur Cambadélis. Mais par ailleurs, la seconde, c'est que tout de même, il y a des formations politiques qui disparaissent.
Le grand parti de la Troisième République, le parti de la Victoire en 14, par exemple, eh bien, le parti radical a fini par disparaître. 70 ans. Il a fallu 70 ans. Et oui, mais Parti communiste, 50 ans. Épinay, c'était il y a longtemps également. Le Parti communiste qui a tout dominé a fini par être ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un parti qui existe, mais dont la puissance est bien moindre. Et aujourd'hui, on voit mal, au-delà des personnes, encore une fois, qu'est-ce qui pourrait faire tenir ensemble les électeurs socialistes. Moi, ce qui me frappe au cours des dernières années, c'est voir le niveau de détestation réciproque à gauche. On a rarement vu une telle intensité. Ce fait que la notion de gauche plurielle, dont M. Combadélis avait été l'architecte, je crois que vous parliez souvent à une époque de refaire le congrès de Tours à l'envers. Eh bien, aujourd'hui, je crois que c'est totalement impossible parce que ces gens se détestent. Mais déjà, à gauche, les gens se détestent. Et si j'ose dire, pour d'excellentes raisons, parce qu'ils vont effectivement, sur tous les sujets, quasiment, dans des directions à peu près opposés, et qu'en plus, j'insiste là-dessus, et ça pour le coup, c'était pas dans mon livre, c'est qu'il y a une offre nouvelle de synthèse qui est une forme de réponse aux problèmes posés, qui se trouve être le mouvement d'Emmanuel Macron d'un côté, et puis de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà, on comprend très bien ce que vous nous dites en disant il faut qu'on se mette en accord sur nos idées, il faut qu'on ait finalement un fonds commun de placement et d'idéologie à proposer aux Français. Mais alors, quel est l'espace qui vous reste aujourd'hui? C'est quand même dans la politique incroyablement moderne, problématique. Macron nous a fait dans la démonstration. Ce n'est pas la demande qui fait l'offre, c'est l'offre qui fait la demande. Donc, dans la politique moderne, il faut une offre politique. Si vous n'avez pas d'offre politique, vous n'êtes pas identifié. Vous allez pouvoir avoir la meilleure personnalité politique du monde. Il faut avoir quelque chose à proposer. C'est fini l'époque où, pour le Parti socialiste ou pour la gauche et pour la droite, on avait un rond de serviette. La gauche était au pouvoir, la droite venait après. La droite était au pouvoir, la gauche venait après. Entre Mélenchon et Macron, où est votre rond de serviette sur la table? Mais pourquoi Benoît Hamon aurait la possibilité de faire quelque chose entre l'un et l'autre, et nous, on n'aurait pas cette possibilité. Pourquoi faudrait-il que ce soit Benoît Hamon et pas le Parti socialiste? Je vous ai pas dit que ça devait être de Benoît Hamon. Non, mais J'entends bien. Je suis le raisonnement. Donc, si Benoît Hamon a une chance, le Parti socialiste en a 100. Voilà. Donc, vu ce qu'il représente dans la société française, en termes d'histoire, en termes de réussite, en termes d'implantation. Et moi, je suis persuadé que les socialistes, attention, reviendront pas dans les conditions qui étaient celles précédemment. Ça deviendra un parti de coalition, parce que nous sommes dans la fragmentation. Et il faudra rassembler les forces autour du Parti socialiste. Et ça ne sera pas simple. Mais Benoît Hamon pourra peut-être nous aider. Nous sommes dans la fragmentation, et comme vous le faites remarquer concernant l'élection du président Macron, que vous ne remettez pas en cause, mais vous vous interrogez énormément sur l'abstention, ce monstre insatiable qui fut le vecteur de la victoire, écrivez-vous. Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons... C'est un président mal élu qui ne... C'est un président qui est élu dans le malaise démocratique que vivent toutes les démocraties occidentales. Évidemment. Donc aujourd'hui, vous n'y pouvez rien. Nous sommes dans la fragmentation. C'est pour ça que je suis très prudent sur les sondages. Chacun est revenu à son rond de serviette politique. Et c'est pour ça que Macron, mécaniquement, baisse. Mais il est fort, Macron, du fait qu'il n'y a pas d'alternative politique à lui, il n'y a pas de personnalité nulle part, il n'y a pas d'équation qui permette de dire « Ah bah c'est lui qui va être l'alternative », il n'y en a pas. Donc il n'est fort que de ça. Mais on verra dans 6 mois ou dans 1 an ce que cela représentera dans des élections réelles, pas dans des sondages. Aujourd'hui, les sondages ne permettent pas de codifier ou de dire ce que sont les uns et les autres. Jérôme Sainte-Marie, ça tombe bien, on a un sondage. Dommage. On a eu quand même beaucoup d'élections réelles, si vous voulez, il n'y a pas si longtemps. Et je rappelle quand même, vous savez très bien que l'élection présidentielle, la participation a été de 80% à peu près, enfin un peu moins. Mais elle a été d'un niveau habituel, disons, pour la présidentielle. Là, au premier tour, les gens ont véritablement voté. C'est ensuite aux législatives, où ils n'ont pas tellement compris l'intérêt d'aller voter, où effectivement, il n'y a pas eu de mandat très clair donné au nouveau gouvernement, puisqu'on a eu des records d'abstention, et une abstention majoritaire au premier, et encore plus au second tour. Donc là, il y a un vrai problème sur le programme à mettre en place. Inversement, sur le président de la République, il y a bien eu un vote massif, en conscience des uns et des autres, et effectivement, les formules intermédiaires que représentait Benoît Hamon, mais si c'était Valls qui avait été désigné, à mon avis, ça aurait pas été bien meilleur pour d'autres raisons, eh bien, ces formules intermédiaires ne semblent plus être d'actualité. Une dernière question, Jean-Christophe Cambadélis, vous donnez combien de temps pour revenir au pouvoir? Je n'ai aucune idée. Franchement, je n'ai aucune idée. Mais ça a une importance, bien sûr, ça a une importance. Mais je dis que si les socialistes sont incapables de définir un projet de société, pas un programme, hein, c'est un programme, ça, tout le monde est capable de faire. Un projet de société. Quel type de société ils veulent présenter? Alors, il leur faudra une décennie. S'ils sont capables de définir cela
et un chemin pour le faire, on viendra plus vite que vous le croyez. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu nous voir ce soir. Merci Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle votre livre qui vient de paraître aux éditions L'Archipel, Chronique d'une débâcle.